Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans cette. On est mardi, il est 17 heures et nous allons donc aborder une nouvelle thématique avec toujours Olivier, mon comparse hebdomadaire, et puis un invité qui est de retour dans les masterclass croissance pour tous, qui est Arnaud Ciel, avec qui nous allons parler de techniques de vente. Alors, en attendant de rentrer dans le vif du sujet, simplement, je vous rappelle les bonnes pratiques. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez poser toutes vos questions, soit directement dans le chat, soit en levant la main, puisque on a la possibilité d'activer vos micros. Et donc, le but, c'est que ce soit le plus interactif possible et que vous ne laissiez pas repartir ni Olivier ni Arnaud sans avoir eu les réponses à toutes vos questions. Pour rappel, il y aura un replay qui sera proposé dès demain sur la chaîne YouTube Croissance pour tous. Voilà, pour le reste, vous connaissez. Enfin, il y a beaucoup d'habitués là, en tout cas sur Zoom, pour Facebook, soyez les bienvenus. Et juste très rapidement, un petit rappel simplement, c'est quoi ces masterclass croissance pour tous? Elles font partie d'un programme d'accompagnement plus global dans lequel Olivier et moi accompagnons les entrepreneurs dans la mise en place de leur stratégie de croissance. Il y a une formation en ligne, il y a du coaching individuel, il y a du coaching de groupe, il y a des ressources qui sont mises à disposition, etc. Et il y a aussi tous les mardis les masterclass qui, elles, sont ouvertes au grand public puisqu'on les utilise comme vitrine un petit peu pour notre programme Croissance pour tous. Voilà. Je suis vraiment ravi de voir qu'il y a des gens qui nous suivent et qui sont vraiment des fidèles de semaine en semaine. Donc, gratitude et merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas aussi à nous faire part de vos suggestions en termes de demande de masterclass, parce que là, on est dans notre troisième année des masterclass, donc il y a des sujets qu'on a déjà traités. Certains plusieurs fois, il y en a peut-être qu'on n'a pas encore traité. Donc surtout, partagez-nous vos attentes et vos demandes en termes de thématiques. Quelles sont aujourd'hui les masterclass qui vous seraient utiles à vous pour vous permettre de développer votre business? Vous nous partagez ça soit par email à Olivier ou à moi, soit même dans les commentaires ici dans le chat. Nous, on est preneurs et on essayera d'adapter les masterclass à vos attentes. Voilà. Je propose de rentrer dans le vif du sujet. Je te cède la parole, Olivier. Je te laisse introduire la thématique et l'expert du jour. Oui, super, merci Laurent. Est-ce que comme moi, Laurent, il était un peu haché ou pas? C'est moi qui ai une mauvaise connexion. Oui, d'accord. Oui. Donc Laurent, tu avais une connexion un peu hachée à Luxembourg. Ils sont peut-être fatigués là en ce début Oui, de semaine. je ferai mieux la prochaine fois, pas de souci. Oui, ben, l'idée de ces masterclass, on traite des sujets, qu'on essaye le plus pratico-pratique et opérationnel pour vous aider dans vos activités respectives. Je profite toujours de cette introduction pour lancer un appel. Le son est taché. Enfin, même moi, quand je parle, le son est taché? Non. Non, d'accord. Ah non, mais je pense que j'ai dû voir le message il y a quelques instants. Donc, dans ces masterclass, on essaie de traiter de sujets très pratico-pratiques. Donc, on couvre pas mal de thématiques. Aujourd'hui, on va parler technique de vente avec mon ami Arnaud, mais vous allez retrouver plein de masterclass sur des sujets comme le marketing digital, l'intelligence artificielle appliquée à nos activités de plus en plus, bien évidemment. On parle également de développement personnel. Je suis en même temps en train de jongler puisqu'on est en live sur les réseaux sociaux en parallèle. Et donc, aujourd'hui, la thématique sur les techniques de vente, Arnaud, alors je suis vraiment content de t'accueillir à nouveau dans cette masterclass, d'autant plus qu'on a eu la chance d'animer ensemble un atelier il n'y a pas si longtemps. Alors, c'est vrai que le prix, c'est une vraie thématique quand on fait de la vente. Et puis, bah, ça nous est tous arrivé hein, de se dire, oh là là, mais c'est trop facile, j'aurais dû vendre plus cher. Voilà, ou du coup, parfois, ben voilà, on n'est pas forcément sûr de notre offre, on est un peu hésitant et on a tendance très vite à aller vers le prix, hein, à baisser le prix pour essayer de sécuriser la vente. Donc, qui n'a jamais vécu ça? Donc, on est preneur, Arnaud, de tes conseils, encore une fois, très pratico-pratiques sur le sujet. Alors, je rappelle, Arnaud Ciel, pour ceux qui ne le connaissent pas, tu es un consultant expert en développement commercial depuis maintenant une vingtaine d'années. Tu accompagnes les TPE, les patrons vendeurs,
dans leur développement commercial. Et tu es également auteur de plusieurs livres sur la vente. Voilà, je te laisserai, si tu le souhaites, les présenter. Et puis, ben, nous, effectivement, on se connaît maintenant depuis un grand nombre d'années. Donc, je trouvais intéressant qu'on partage ensemble, Arnaud, cette thématique sur comment défendre son prix et préserver sa marge. Écoute, je te laisse la parole et je me permettrai, si tu le veux bien, de jouer un peu le modérateur. Donc, l'idée de ces masterclass, c'est que vous puissiez également intervenir quand vous voulez, hein. Vous levez la main, vous mettez un message dans le chat, vous criez, hein, si je vous entends pas, vous gênez pas. Et vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez à Arnaud et à moi, bien évidemment, sachant que, encore une fois, il y a un replay. Vous retrouvez le replay sur la chaîne YouTube, sur LinkedIn, un peu partout. Alors Arnaud, comment ça va ce soir? Mais écoute, déjà, ça va très bien. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Moi, je suis ravi de venir passer ce moment avec vous. Donc, effectivement, Olivier, on a une longue habitude de co-animation. Donc, effectivement, et comme on l'avait fait précédemment, ben, je compte sur toi pour jouer le modérateur, le monsieur loyal de cette fin d'après-midi. N'hésite pas à me poser des questions, à me relayer, parce que je vais pas réussir à tout voir en même temps. Les Je m'en questions occupe. de nos gentils participants que j'invite, hein, je réitère l'invitation d'Olivier, réagissez, interagissez, posez toutes vos questions pour que ça soit le plus vivant possible jusqu'à 18 heures, hein, c'est ça, c'est l'heure Oui, oui, à à laquelle on 18 doit se heures, quitter. voilà, on a une quarantaine de minutes ensemble. Bon, eh bien, on est donc parti. Alors, ce que je vais faire, je vais partager avec vous. Oui, il est bien en vert. Partager l'écran. Oui, parce Je vais on s'est fait un petit stress, entre guillemets, mais c'est partie du jeu. On n'arrivait pas à se connecter. Oui, ça voulait pas marcher. Mais ça y est, on a réussi. Donc, si je me trompe pas dans les fenêtres, je vais partager la bonne fenêtre. Défendre son On prix est et bon. sa marge. On est bon. Bon, parfait. Donc, j'ai pas partagé avec vous les photos de ma prochaine moto, mais bien le diaporama sur défendre son prix et sa marge. Donc, moi, brièvement, Olivier l'a rappelé. Donc, moi, je m'appelle Arnaud, Arnaud Ciel. Je dirige depuis 21 ans CA+, donc c'est une agence conseil en marketing et en développement commercial qui fait un métier formidable puisque j'aide mes clients qui sont des créateurs et des dirigeants de petites entreprises. Je les aide à développer encore plus vite leur chiffre d'affaires. Donc, que faire face au prospect qui nous dit, bah, écoutez, Sandra, votre offre est très intéressante, mais sans une remise de 20%, il est inutile d'aller plus loin. Pardonnez-moi, j'ai pris votre exemple, Sandra, parce que comme vous êtes à l'image, donc je me suis dit, ah, tiens, je vais tout de suite embêter quelqu'un. Moi, j'aime bien embêter les participants. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait face à ce prospect qui nous dit, sans une remise de 20%, inutile d'aller plus loin? Face à ce prospect qui nous dit, Laurent, vous avez bien compris, j'ai certes cette boulangerie, mais j'ai également 25 autres boulangeries. Donc, si vous travaillez avec moi, c'est l'assurance de faire d'énormes volumes. Donc, sans une remise de 25%, c'est inutile qu'on continue notre discussion. Que faire face à ce prospect? Alors, ce qu'on verra ensemble, c'est quels sont les bons réflexes qu'on peut adopter. Euh, on va passer du temps également sur les 5 raisons, parce que ça, c'est fondamental. Il existe 5 raisons, et ça, je suis très content, il y a un chat qui vient de nous rejoindre, Ah oui. qui est également intéressé par comment défendre son prix et sa marge, parce qu'il a bien compris que si on défend pas notre marge, sa marge, il aura plus de croquettes. Ah bah c'est clair. Donc, moi, je suis ravi qu'il s'implique dans le sujet. Donc, on va voir les 5 raisons totalement différentes qui font qu'un client peut discuter le prix. Il est essentiel de comprendre ces 5 raisons avant de lui répondre. Et enfin, si on a le temps, on fera un zoom, sans mauvais jeu de mots, un focus sur la négociation. On est parti. Déjà les bons Go. réflexes. Parce qu'il y a un piège, notamment si on est prestataire de service. Si par exemple on est comme Olivier, tu fais du conseil, tu fais une prestation de service,
tu as préparé avec amour une proposition commerciale, un magnifique dispositif de marketing digital pour un prospect. Et voilà que ce prospect a la grossièreté, la vulgarité de vouloir discuter le prix de cette prestation qu'on a préparée avec tant d'intelligence, tant d'amour. Là, le piège que l'on peut avoir, qui se présente devant nous, c'est de se crisper et de se sentir agressé. Surtout que parfois, le prospect peut même être un peu brutal dans sa manière de discuter notre prix. Dire, attendez, Olivier, ça va, c'est juste un petit dispositif de marketing digital, ça me semble hors de prix ce que vous me proposez. On peut, ouais, légitimement se sentir agressif. Moi, le premier réflexe de fond que j'aimerais vous proposer, c'est réjouissons-nous. Au contraire, réjouissons-nous, parce que quelle est la caractéristique d'un client qui discute le prix? Il est intéressé, non? Ben oui, Olivier, c'est qu'il a envie d'acheter. Si je discute le prix du sac de croquettes chez le vétérinaire, c'est que j'envisage d'acheter le sac de croquettes, parce qu'en fait, je suis concerné par l'achat de croquettes, parce que j'ai un chat chez moi. Donc, le premier bon réflexe face à un client qui challenge notre prix, c'est de se réjouir. C'est une bonne nouvelle. Tant mieux, c'est qu'il veut m'acheter mes croquettes, s'il en discute le prix. Et c'est que ça l'intéresse. Deuxième remarque, acceptons. Acceptons que le client discute le prix. Il a bien le droit. Est-ce que nous, autour de cette table virtuelle, ça nous est jamais arrivé de discuter le prix? Est-ce que si quelqu'un n'a jamais discuté le moindre prix de sa vie, qu'il se lève, qu'il nous le dise? Mais bon sang de bonsoir, ça nous est tous arrivé. Donc, ce que nous faisons, on peut légitimement accepter que les autres le fassent aussi. Euh, Tiens, récemment, on a 2 fauteuils club chez nous, et comme on a des fauteuils club et un chat, vous l'avez compris, le drame est arrivé. Un de mes 2 magnifiques fauteuils club que j'adore, ben, à force, il y a un trou dans l'assise. Et du coup, il y a le ressort qui sort et qui me piquait les fesses. C'est comme ça que je m'en suis rendu compte d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé un tapissier en meubles et il m'a fait un devis pour réparer cette assise. J'ai discuté le prix de cette réparation et on verra pourquoi d'ailleurs. Mais donc, acceptons que le client discute le prix. Et le dernier des bons réflexes que je vous propose, c'est de comprendre. Parce que, ah, mais il y en a plusieurs en fait déjà, j'ai l'impression. Il y Il en y a en a deux. 2, c'est ça. Ouais. Donc vous pouvez Le père négocier et des le fils. prix chez le vendeur de croquettes. Oui. Le, c'est de comprendre pourquoi notre client discute notre prix. Pendant des années, il y a eu cette espèce de réflexe quand le client disait «Oh là là, c'est trop cher». Il y avait cette espèce d'arme qu'on dégainait spontanément. Vous avez, mais par rapport à quoi? Ouais, c'est un peu daté. Et je vous proposerai plutôt, quand le client vous dit mais c'est trop cher, moi je vous proposerai plutôt, bah écoutez, déjà merci de votre franchise. Merci de m'alerter sur ce point. Et pour que je comprenne parfaitement, est-ce que vous voulez bien m'expliquer pour quelle raison cela vous semble trop cher? Et ce que je vous propose, c'est que on fasse un, un focus donc sur pourquoi donc? Pourquoi donc on peut être amené à dire qu'un produit est trop cher? Et ce que je vous propose, c'est qu'on prenne un exemple très concret
Alors quand je m'occupe pas de mon chat, en fait, moi je m'occupe même beaucoup plus de ma moto et de mes motos. En fait, je suis un grand fan de moto. Et ce que je vous propose, c'est de partager cette passion avec moi au travers d'un objet très concret qui est un casque de moto. Alors j'ai pris volontairement une marque marseillaise, les casques Shark. C'est une entreprise, c'est une très belle réussite d'ailleurs, une très 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 belle belle boîte boîte. qui est Mm. née à Marseille. Et donc, cette marque Shark fabrique des casques, par exemple ce modèle qui est le modèle haut de gamme, c'est le très haut de gamme de chez Shark. Et j'ai vérifié avant de préparer cet atelier, et sur le site internet de la marque Shark, il est annoncé à 999 euros. Ah oui. Ça rigole pas. Ça rigole pas. Il y en a actuellement à 50 euros à Lidl. Et c'est dingue, Sandra, merci. Je l'achèterai pas. Ben, Il y pourtant, a, il est certifié et tout. Enfin, Oui, il y oui, a mais en bon. même il est temps, plus lourd. vous vous rendez compte, il y a des casques chez Lidl, donc Sandra, merci pour l'info, à 50 euros. Il a toutes les certifications européennes, etc. Et il y a même l'étiquette norme européenne, le NF. Ou Sinon, il ne serait pas vendable. C'est Oui. incroyable. Bon, je pense qu'il doit être fabriqué dans un pays d'Asie. Ouais. 50 euros. Fabuleux. Donc d'un côté 50, de l'autre côté 1000. Mm. Et c'est intéressant parce que sur à peu près tous les marchés, on trouve des écarts pareils. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un client peut dire oh, ah là là, mais 1000 euros, vous êtes fou. Quelles sont les 5 raisons totalement différentes qui font que le client discute le prix? Il va Tiens, comparer avec la concurrence. ok, Moi, j'ai un casque concurrent qui est moins cher. Le casque Shoei, machin truc, il est à 600. J'ai une offre concurrente moins chère. Oui, c'est une première raison possible. Les 4 autres. je pars du Il y en a principe un qui est. qu'il faut demander. Parce que de toute façon, si on demande rien, il n'aura rien. Ah, c'est Jean-Philippe. En fait, vous voulez une remise. Ah C'est bah le oui. jeu de la négo. De toute façon, il y a de la marge. J'ai de la marge, je veux négocier. Voilà. Ok. Donc déjà, vous voyez, ces 2 raisons, comme elles sont différentes. Là, dans le premier cas, Sandra nous disait, ben, j'ai une offre concurrente qui me semble peut-être tout aussi intéressante et moins chère. Je suis en train d'établir un comparatif. Jean-Philippe, lui, il évoque une deuxième raison qui est totalement différente. C'est le jeu de la négo. C'est-à-dire que cet acheteur-là, sa culture, sa croyance, sa vision du monde, c'est qu'il n'y a que les imbéciles qui discutent pas le prix. Je dois négocier avant d'acheter. Ça m'amuse même. Euh, si vous allez boire un café avec mon frère, il est capable de dire au serveur, bah, attendez, on a pris 2 cafés, faites-nous une remise. Ça l'amuse. Ça le fait marrer. Moi, ça me fait honte. Mais, J'irai pas jusque-là. mais ça l'amuse beaucoup. C'est son ADN. Il aime bien négocier. OK. Donc, il y a celui qui nous compare à une offre concurrente. C'est-à-dire qu'il a sollicité, par exemple, Olivier Alossio pour un dispositif de marketing digital. Et ce type-là adore perdre du temps alors qu'il avait le meilleur. Il en a consulté un autre. Notre agence, eux, il s'appelle WAB. Euh, et donc, il a une offre de Olivier Alossio, WSI. Et puis, il a une offre de Robert Dudul de WAB. Et il embête Olivier, il dit, bah, attends, votre confrère là de WAB, il est un peu moins cher, il fait plus de trucs. Donc ça, c'est le concurrent. Il y a Jean-Philippe qui veut une négo, qui en fait, qui veut une remise. Ok. On en a trouvé 2. Il nous en reste 3 autres. Moi, je vais demander aussi qu'est-ce qui peut justifier un tel prix par rapport à la qualité du produit, ses composantes. Vous avez raison, Sandra. C'est que vous pouvez avoir un client qui dit, attendez, 1000 euros un casque? Moi, j'y connais rien, mais quand je vois 50 euros, 1000 euros, je comprends pas en fait. Et moi, un Mm. casque, c'est quoi? C'est du plastique, de la mousse, un coup de peinture, et il y a là, c'est fini. Oui. C'était que le client
a un doute sur la qualité. C'est-à-dire qu'ils disent ça les vaut pas. Attendez, Olivier, votre dispositif là, de marketing digital, attendez, vous me prenez pour un jambon. C'est du copier-coller des clients précédents. En plus, vous travaillez avec l'IA, vous allez demander à ChatGPT de tout faire. Ça va, à tous les coups, il y en a pour 3 heures de boulot. C'est que Il y le a- client dit. Arnaud, il y a quelqu'un sur les réseaux sociaux qui me dit c'est pour tester le commercial. Alors, juste pour terminer, Olivier, cette troisième raison, c'est que le client dit ça ne les vaut pas en termes de qualité, en termes de valeur. C'est que le client estime oui, que c'est trop cher payé. Pour vous donner un exemple, tiens, vécu en tant que client, un jour, j'avais un problème sur une racine de dent, que mon dentiste pouvait pas traiter. Il m'envoie chez une dentiste spécialisée qui opère avec des microscopes. Donc, elle me fait un premier rendez-vous. Elle me dit, bah oui, cher monsieur, je peux vous traiter, mais je vais vous faire un devis parce que c'est pas remboursé par la sécurité sociale. J'ai dit, bah, écoutez, de toute façon, oui, oui, si vous pouvez le faire, il faut m'opérer, faites-le. Elle me dit, bah, écoutez, prévoyez bien 1 heure, l'opération sera longue. Très bien. Donc, on cherche le rendez-vous et pendant ce temps-là, le devis sort. Et elle me le tend. Et là, je découvre, je dis, 750 euros? Alors, du tac au tac, elle me dit, ouais, enfin, si vous voulez, vous pouvez payer en 3 fois. Je dis, non, non, c'est pas ça mon propos, c'est que vous m'avez dit que ça durait 1 heure et vous me demandez 750 euros. Moi qui vends mon temps, je pensais être à un tarif exorbitant. Mais en fait, je me rends compte que je suis un sacré petit joueur parce que 750 euros pour 1 heure de travail, alors certes, vous avez fait plus d'études que moi, mais ça me semble exorbitant, 750 euros de l'heure. Alors, je vais vous expliquer, cher monsieur. D'abord, je ne suis pas toute seule, j'aurai une infirmière avec moi qui est en fait une assistante de type bloc. Je ne vais pas vous opérer dans la pièce où je vous ai ausculté, mais dans une pièce qui ressemble à un bloc. Les instruments que j'ai, ils me coûtent tant. Donc, si vous voulez connaître mon vrai taux horaire, cher monsieur, il est de 120 euros. Ah, ah ben, vous n'êtes pas assez cher, docteur, hein. Je serai votre conseil, moi je vous conseillerais d'augmenter, hein. C'est que là, je disais, ça les vaut pas dans le sens, je trouve que vous êtes trop cher à 750 euros de l'heure. Maintenant, Olivier, la remarque qui vient des réseaux sociaux, il veut juste tester le commercial. Alors, moi, je ne l'ai pas imaginé dans les 5 raisons possibles, parce que pour moi, il est en train d'acheter le casque, il n'est pas en train d'acheter le vendeur de casque. Euh, pour moi, s'il est juste, soit il est en train de jouer en fait. C'est comme Ça. il veut une remise. Et finalement, dans ce jeu de la remise, il prend du plaisir. Ça lui plaît. C'est que culturellement, il aime négocier le prix. Euh, Ça lui plaît. Et il y a même des vendeurs qui aiment négocier de la même façon. La légende veut que si vous allez sur un marché à Marrakech pour acheter n'importe quoi, vous frustrez le vendeur si vous négociez pas le prix. Euh, j'ai pas eu l'occasion de m'y rendre, mais c'est la légende. C'est que même le vendeur aime ce jeu de la négociation parce qu'en fait, il y a un plaisir, il y a une joute verbale. Voilà. Donc, Vas-y, à l'occasion, tu vas voir, tu vas t'amuser. tu y allais, tu as fait l'expérience, oui. Oui, oui, Pas oui. cher. Et je pense que tout le monde prend du plaisir. Donc, on a déjà recensé 3 raisons. Donc, j'ai une offre concurrente moins chère. J'aime jouer, j'aime négocier. Ça ne les vaut pas en termes de qualité. Vous me prenez pour un jambon. Un casque, c'est somme toute du plastique, de la mousse et un coup de peinture. Il nous en reste 2 autres. Est-ce qu'on a des propositions, Olivier, dans la zone de chat ou sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que j'avais?
finalement, il a pas le besoin, quoi. C'est un prétexte. Ah, J'ai ça. les, la technicité, je sais pas, qu'est-ce que ça peut. Parce que pour vendre un casque à 950 euros, il faut le justifier. Donc, la matière, la légèreté, ouais, on en Mm. revient à la qualité du produit, mais Ouais, aussi à c'est la la qualité. technicité. C'est la qualité. Oui. Alors, pour moi, il reste deux autres raisons. Olivier, s'il n'a pas le besoin, il n'est pas en train de discuter le prix. Si c'est par exemple un citoyen américain qui réside dans les quelques États où le casque de moto n'est pas obligatoire, par exemple, et qu'il estime, euh, telle Brigitte Bardot, qu'il est heureux les cheveux dans le vent, et qu'en plus il n'a pas d'obligation légale et qu'il n'a pas le ressenti du besoin de sécurité d'un casque, il va pas en discuter le prix. Il va dire, j'ai besoin de personne quand je roule en Harley-Davidson. Et, et il achètera pas de casque. Je pense que le client qui discute le prix, c'est qu'il veut l'acheter. Et il y a l'urgence aussi. Il y a le client qui veut l'acheter, mais qui c'est pas pressé. Donc il a le temps. Ouais, Donc il peut négocier et peut dire, ah, sauf si vous me faites un prix intéressant. ouais, mais tu vois, il revient dans le jeu de la négociation, là, Jean-Philippe. C'est un négociateur, il veut jouer. Pour moi, il reste deux raisons. Il y en a une. Mais il Euh, a un budget limité, non? mais oui, Olivier, il n'a pas le budget. Ce casque, il l'adore, il est magnifique, il en remet pas en cause la qualité. C'est juste qu'il n'a pas 999 euros. Il n'a pas 1000 euros. Il a un problème de budget. Il remet rien en cause. Il le trouve magnifique, il l'adorerait. C'est juste, il n'a pas 1000 euros à mettre. Il a beaucoup moins. Il a 500 par exemple. Il s'est dit, voilà, moi je peux, j'ai économisé, mais je peux pas dépasser 500 euros. Mon dispositif de marketing digital, bien sûr qu'il faut le faire, bien sûr qu'il faut le faire avec un bon expert, mais maxi, j'ai pas plus que 500 euros par mois cette année à mettre dans mon dispositif de marketing digital. Ça fait déjà, c'est déjà bien, hein, ça fait 6000 euros sur l'année, mais j'ai pas plus. J'ai budgété. C'est mon budget maxi. Pas le budget. J'ai une autre personne qui me dit, en fait, ben, ce qu'il est pas acheteur pour le moment, ça t'a répondu, ou c'est pas le décideur. Tu parles pas au décideur. Du coup, il trouve un prétexte. Et bon sang, ça veut dire que il faudra revoir les autres étapes de la vente, parce que là, si on est dans une C'est pour phase ça que aussi je me permets terminale et qu'on n'est pas en de face remonter des ça. décideurs, pour moi, il reste un Moi, dernier cas. la perception, non? Perception de valeur? C'est mes enjeux. Prenons l'exemple très trivial du casque. Mes enjeux ne justifient pas un tel investissement. Je me souviens d'avoir eu cette discussion deux fois d'ailleurs. Notamment, par exemple, un client bah, qui connaissait ma passion pour la moto m'avait interrogé, m'a dit, tiens, qu'est-ce que tu me conseilles comme casque? Alors spontanément, bah, je lui conseille mes marques préférées, qui sont plutôt des marques haut de gamme. Et tout de suite, il me dit, non, mais attends, moi, je roule pas sur des motos comme toi tu as, je roule pas à ces vitesses-là. Moi, tu sais, j'ai juste un scooter. Et j'ai dit, non, mais tu te trompes, Philippe. D'abord, quand je me déplace en ville, je roule à 30 ou à 50 à l'heure en ville. Et un accident ne serait-ce qu'à 40 à l'heure, si tu pars la tête première, tu vas finir par terre. Tu as besoin d'un casque haut de gamme. C'est que le client peut, soit à tort ou à raison, minorer ses enjeux. C'est-à-dire qu'il dit, mes enjeux ne justifient pas un tel investissement. On peut avoir des gens qui disent, moi j'achète un casque juste pour ne pas être arrêté par la police. Ah, donc on est bien d'accord, votre enjeu, c'est pas rester en vie en cas d'accident. Non, c'est juste ne pas être arrêté par la police.
Sandra, ce modèle de chez Lidl à 50 euros est parfait. On est bien d'accord, hein, l'enjeu, c'est pas rester en vie en cas d'accident, hein, parce que ce modèle de chez Lidl, on a énormément de plaintes des pompiers, hein. Ils ont un travail de nettoyage en cas d'accident qui est dingue, hein. Mais si votre enjeu, c'est juste ne pas être arrêté par la police, il est parfait. En plus, vous l'avez souligné, Sandra, il a même les étiquettes normes européennes. Merveilleux. 50 balles chez Lidl, ça fait parfaitement le job pour ce que vous voulez. Donc, en résumé, revoilà nos 5 raisons, hein, pas tout à fait dans l'ordre dans lequel on les a lues, mais le budget, la concurrence, les enjeux ou le retour sur investissement, la qualité et le jeu de la négociation. Et chacune de ces 5 raisons nécessite des réponses totalement différentes. Si on les reprend, la qualité, eh bien, on va justement réexpliquer tout ce qui fait la qualité. Ce casque, il est en fibre de carbone. Il est assemblé en une seule pièce. Il est assemblé à la main. Il est fabriqué dans notre usine de Marseille. Il a tel et tel niveau de certification. La visière est capable de résister à l'impact d'une bille qui est projetée à 200 km/h. Véridique, c'est le dernier niveau de certification pour les casques. La visière doit résister à l'impact d'une bille projetée à 200 km/h. Euh, on va détailler tout ce qui fait la qualité. Et, et pareil sur une prestation intellectuelle. On va valoriser notre nombre d'années d'expérience. On va valoriser le temps qu'on passe en formation chaque année. On va valoriser les références pour lesquelles on a déjà travaillé. On va reprendre donc tout ce qui fait notre qualité. La concurrence. Ah, là, quelle est l'erreur fatale à pas commettre? Si par exemple Olivier est challengé et qu'on lui dit, mais attendez, mon cher Olivier, moi j'ai une proposition de Robert Dudul de WAB, La dénigrer? on est d'accord. Ouais, Ça d'accord. marche pas, hein. Hmm. C'est-à-dire que si Olivier s'exclame tout de suite, ah ouais, Robert Dudul, ben, je vous souhaite bon courage avec lui, hein, avec les problèmes d'alcool qu'il a. Tout ça ne me regarde pas, mais euh, si vous vous attendez à un Ceci, projet livré dans les temps, ceci ne me regarde pas. donc pourquoi ça marche pas de dénigrer le concurrent? C'est pas loyal, c'est pas humain, enfin, c'est pas correct. Alors, c'est pas très fair-play, Sandra, je suis d'accord avec vous. Hmm. Et puis ce faisant, salut, c'est Joël, tu mets pas en avant tes points forts. Tu as besoin de te réfugier derrière le fait que tu dénigres l'offre concurrente et tu mets pas en avant les points qui sont de la valeur ajoutée sur ton offre. Donc, Merci, Joël. de Ben là, sur oui, la forme et sur le fond, en fait. ben oui. Et c'est quand Bon, même ça va, très Joël. couillon. Ça va, salut. Ça Salut, va, c'est plaisir Joël. de t'entendre. C'est très, très couillon parce qu'en fait, l'entreprise et l'offre que l'on connaît infiniment mieux, c'est la nôtre. Donc, c'est quand même très couillon de parler des inconvénients de l'autre plutôt que de parler de nos avantages. Vous voyez, je sais pas moi, si on est dans l'univers du logiciel, il y a 2 logiciels. Plutôt que de dire, bah tiens, attendez, eux, leur support, je vous souhaite bien du plaisir, ils l'ont externalisé à l'autre bout du monde avec des crétins qui parlent même pas français. Parlez plutôt de votre hotline. Écoutez, moi, j'attire votre attention sur la qualité de notre hotline à nous, qui est assurée par nos propres ingés, ici, à Aix-en-Provence. Donc, parlez de vos plus. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre face à la concurrence?
Comme on s'est bien renseigné sur les prix et la qualité des produits de la concurrence, on peut objectivement et factuellement comparer. Mais oui, Mm, rentrons dans le détail. Parce qu'il ne s'agirait pas de comparer des carottes et des navets. Rentrons dans le détail et on peut tout faire. Ce dispositif de marketing digital que vous propose Robert, cet excellent Robert, rentrons dans le détail. Qu'est-ce qui est prévu sur cette étape? Qu'est-ce qui est prévu sur cette deuxième étape? Qu'est-ce qui est prévu sur cette troisième? Rentrons dans le détail. Pourquoi pas même, on peut aller plus loin. Moi, je suis ravi que vous me compariez avec mon illustre confrère Dudul. Reprenons les critères qui sont importants pour vous. Et pourquoi pas même, ben tiens, faisons un comparatif et puis on note chaque critère. Comme ça, vous pourrez prendre votre décision sereinement. On peut faire également, alors il faut y aller mollo, mais c'est très amusant, moi j'aime bien, c'est interpeller le client ou le prospect dans son propre univers. Vous voyez, supposons, bah, tiens, on va rester sur nos exemples. Supposons, tiens, Olivier a fait une proposition de dispositif de marketing digital, il est mis en concurrence, et son prospect, c'est un fabricant de croquettes. Il peut, avec gentillesse, avec délicatesse, le challenger et dire, mais c'est vrai que mon dispositif est peut-être un peu plus cher. Mais est-ce que c'est finalement pas comme dans votre univers? Vous m'avez pas dit, chère Sandra, que vos critères, vos croquettes étaient les plus chères du marché. Ah, attendez, je vous permets pas. Mes croquettes, bien sûr qu'elles sont plus chères, mais ça n'a rien à voir. Elles sont fabriquées comme ci, elles sont fabriquées comme ça, elles ont ci, elles ont ça. Eh bien, vous voyez, en matière de marketing digital, c'est pareil qu'en matière de croquettes. mm. Il y a celles qui sont fabriquées avec des vrais morceaux de bœuf, et puis celles qui sont fabriquées avec des déchets de bœuf. Eh bien, les dispositifs de marketing digital, c'est pareil. Moi, c'est avec des vrais morceaux de bœuf, bio. C'est que interpeller le prospect dans son univers peut être amusant parce qu'en plus, ça le fait réagir. Souvent, ça le fait réagir assez vivement. Et on reste dans le factuel et non dans le jugement. Oui. Euh, je surveille le timing. On est bon, Olivier? Oui, oui, tu es bien, tu es bien. Le budget. Ben là, qu'est-ce qu'on peut faire face à celle ou celui qui lui dit, mais j'ai pas ce budget-là. Et déjà, le premier bon réflexe, c'est de dire, ben, vous avez combien alors? Parce que si vous n'avez pas 700 euros à mettre dans votre dispositif tous les mois, si vous n'avez pas 700 euros à mettre dans vos croquettes, ça fait beaucoup de croquettes hein, pour 700 euros, remarque. Euh, et quel est votre budget? Ah, ben, mon budget, il n'est que de 600. Là, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Un échéancier, on peut enfin, proposer un échéancier ou un autre produit qui correspondrait mieux à ses besoins, Alors, ça, c'est effectivement, pourquoi pas, on peut proposer des solutions de paiement. On peut étaler le paiement. On suivant peut... l'enjeu, Comment, pardon? suivant justement l'enjeu. Comment ça, suivant l'enjeu? Si par exemple la personne a une sport, enfin une moto sport, elle Ouais. va prendre encore plus de risques, donc l'enjeu pour sa vie, il est encore plus important. Donc suivant l'enjeu, on peut proposer des échéanciers. Et si Ou, vraiment il ne peut pas, proposer bah, quelque chose qui correspond à ses besoins. alors, pour moi, il faut vraiment pas mélanger les raisons. C'est que si le client, par exemple, on va revenir sur notre exemple du casque, il est persuadé de l'utilité, de l'indispensabilité, je suis pas sûr de moi, Ségolène sort de ce corps. S'il est persuadé dans tous les cas que un casque de moto, oui, c'est indispensable, c'est vraiment un outil de sécurité incontournable. Moi, j'ai pas de doute là-dessus, chère madame. C'est juste que j'ai pas assez de sous. J'ai pas 1000 euros.
OK. Là, effectivement, on peut dire, mais qu'est-ce que vous en pensez si vous le payez en 4 fois sans frais? Par exemple, si j'ai la possibilité, en tant que marchand, de proposer un 4 fois sans frais. Pourquoi pas même, je propose même des financements, des crédits. Écoutez, de toute façon, un casque haut de gamme, euh, typiquement d'ailleurs, tiens, si on reste sur l'exemple de la moto, un casque, la durée de vie, la durée d'utilisation préconisée, c'est 5 ans. Ça se garde 5 ans. Au bout de 5 ans, il vaut mieux le changer. Le marchand de casque pourrait tout à fait dire, écoutez, si vous n'avez pas 1000 euros, ce que je peux vous proposer, c'est même un financement sur 60 mois. Et sur 60 mois, ça vous coûtera seulement X euros par mois. Et d'ailleurs, tous les vendeurs de crédit, on arrive même à, ça fait seulement X euros ou Y euros par jour. Vous vous rendez compte, pour le prix d'un café, vous avez un magnifique casque haut de gamme. Et on retrouve des solutions de financement, d'ailleurs, dans le B2B. Par exemple, un très grand nombre d'agences web proposent des financements pour les sites Internet. Et disent, pour seulement 180 euros par mois, vous avez un magnifique site responsive design. Euh, donc, on peut proposer du financement. On peut proposer, en B2B, d'étaler la dépense sur 2 exercices. On pourrait proposer, si on est en train de vendre à une grande entreprise, de faire prendre en charge par différentes unités. Vous voyez, par exemple, vous vendez à une business unit ou à une filiale, et vous dites, mais est-ce que ça serait pas juste si le siège en prenait une partie? Si le marketing en prenait une partie? Parce que les entreprises, elles raisonnent en budget. Donc vous pouvez tout à fait vous retrouver, par exemple, vous vendez à une agence qui a un budget, mais peut-être qu'il y a une partie de la dépense qui pourrait être prise en charge, oui, par exemple, par le siège. Et si on n'a pas de solution, après, comme disent les informaticiens, eh bien, on dégrade la prestation. Et on va faire moins de choses. Les prestataires de services, comme Olivier ou moi, on peut également déplacer une partie du travail chez le client. On aime Pour bien prendre faire un ça. exemple encore plus trivial, peut-être que vous l'avez vécu dans votre vie personnelle, c'est le déménageur. Quand si on dit ah ouais, mais j'ai pas le budget pour la formule grand confort où vous faites tout, le déménageur peut vous proposer la formule où c'est vous qui préparez les cartons. Forcément, comme il fait moins de choses, ça coûte moins cher, puisque vous prenez en charge une partie du boulot. J'ai une question, Arnaud, là, d'un internaute. Oui, Le... J'essaie de te la résumer. En gros, la question, c'est quel rôle joue le prix dans la perception psychologique de la valeur du produit? Sous-entendu, bah, si tu baisses ton prix, tu diminues la valeur de ton produit, la bien valeur entendu. perçue. Ben, clairement. Alors, et si vous voulez vraiment creuser le sujet du prix et des stratégies de prix, il y a un bouquin fantastique qui est entièrement dédié qui s'appelle Les stratégies de pricing. Je pensais pas qu'on pouvait écrire de mémoire. Il fait 350 pages sur toutes les stratégies de pricing. Qui c'est qui a écrit ce bouquin? Oh, j'ai un trou de mémoire sur son nom. C'est un Bah, je auteur regarderai, c'est pas allemand. grave. Le bouquin, ça s'appelle Les stratégies de pricing, pardon. Et c'est un auteur allemand et qui a créé un cabinet de conseil en stratégie de prix qui est international maintenant. Et quand je vois le chiffre d'affaires par consultant, ils s'appliquent très bien à eux-mêmes leurs conseils. Euh, donc, pour répondre à chaud à la question que tu poses, Olivier, clairement, le prix contribue à la qualité perçue, bien entendu. L'exemple qu'a partagé avec nous Sandra
d'un casque de moto à 50 euros, a fortiori vendu chez Lidl, un certain nombre d'entre nous ont poussé des cris d'orfraie en se disant, ouais, je mettrai pas ma tête là-dedans. Et c'est vrai que moins on s'y connaît dans le domaine d'ailleurs, je sais pas, moi je m'y connais rien autant je m'y connais un petit peu en casque de moto, vous l'avez compris, mais par exemple, j'y connais rien en vin. Je bois pas de vin, mais si je dois acheter une bouteille de vin parce que je suis invité quelque part, eh bien, je vais vous faire une confidence. Je me sers du prix pour évaluer la qualité du vin ou du champagne. Eh oui. Et si par exemple, je vois une bouteille de champagne à 15 euros, je dis, oulala, je vais pas le prendre celui-là parce qu'il doit être mauvais. Ce qui est absurde, il est peut-être excellent, mais j'y connais rien. Et si j'achète une bouteille de champagne à, je sais pas moi, 50 euros, je vais avoir le sentiment d'apporter un très bon champagne à mes hôtes. Si ça se Pourquoi pas trouve, se faire conseiller? c'est pour ça que je vais chez les sommeliers, chez les cavistes maintenant. Mm. Oui, C'est plus sûr. oui, je vais effectivement chez les cavistes. Euh, Alors, j'ai une autre question, Arnaud, un peu à contre-courant. Du coup, c'est un peu, je pense, lié aussi au contexte économique avec l'inflation, etc. Quelqu'un qui te demande comment identifier le bon moment pour discuter d'une hausse de prix avec ton client. Ah oh, alors c'est le bon moment, il y a un prérequis avant de discuter d'une hausse de tarif chez un client existant, c'est d'avoir commencé par mener un entretien de bilan. C'était de manière interactive, d'avoir exploré ce qu'il pense de nous. Est-ce qu'il est content de nous? Est-ce qu'il est content de notre service? Ou pas? Et ce n'est que s'il est content de nous qu'on peut discuter, me semble-t-il, d'une augmentation. Et cette augmentation Logique. peut notamment, moi c'est mon outil, faire référence à un indice de la profession. De nombreuses professions ont mis en place des indices. Il y a, par exemple, dans le monde du conseil, qui est celui que je connais le mieux, il y a un indice c'est l'indice Syntec, qui est réalisé par le syndicat de la profession et cet indice correspond à l'augmentation du coût de la production de services de conseil. Mais des indices, il y en a pléthore. Euh, Par exemple, avec mon bailleur, puisque je suis dans des bureaux, dans un centre d'affaires, il utilise un indice qui s'appelle ILAT. C'est l'indice des loyers des activités tertiaires. Et j'ai pris 6% Ah, dans quand même. l'immobilier. Oui, quand même, oui. Faut que t'achètes, j'ai déjà dit. Eh ben oui, ben, ça fait partie de nos différences avec Olivier. Olivier est un promoteur de l'immobilier. Euh, Ah non, 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 j'aime pas enrichir les autres avec du loyer, c'est pas pareil. voilà. Et mais si vous voulez, on fera pourquoi pas un webinaire sur pour ou contre, est-ce un entrepreneur doit-il être propriétaire des locaux de son entreprise? Euh, Vers un sujet très intéressant. Mais dis-moi, Olivier, toi qui es censé être le maître de cette Non, cérémonie, on n'est pas en train le de temps file et on déraper s'égare, on s'égare. On du sujet. s'égare. J'ai plein de questions. Vas-y, je te laisse continuer et je regroupe les questions. Allez, donc on a vu comment répondre à la qualité, comment répondre à la concurrence, comment gérer la question du budget, dernière possibilité, donc je vais dégrader ou faire du travail. Et on va après faire un zoom comme prévu sur la négo. Les enjeux, le ROI, alors là c'est très touchy. Il faut y aller avec beaucoup de délicatesse. C'est que si le client est en train d'oublier l'enjeu, par exemple comme ce client qui disait non mais c'est pas la peine que j'achète un casque haut de gamme parce que moi j'ai pas une moto qui va vite, j'ai un petit scooter, je roule pépère. Avec beaucoup de délicatesse, avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de gentillesse. Il faut dire à son client, par exemple, je dis, Philippe, tu te trompes. Les enjeux sont gravissimes et tu as besoin d'un casque haut de gamme.
Mon épouse avait même fait la même remarque aussi quand je m'étais occupé de changer son casque. Elle me dit non, mais c'est pas la peine de prendre un casque haut de gamme comme tu as pris toi, parce que je suis moins souvent que toi sur la moto. Et je dis, ma chérie, tu te trompes. Certes, tu es moins souvent que moi sur la moto, mais en revanche, tu es soumise le risque à la même gravité. Ah oui, c'est vrai. C'est que parfois, le client peut avoir oublié les enjeux, et c'est à nous de les lui rappeler. Maintenant, dernière remarque et mauvaise nouvelle. Il se peut aussi que, en fait, si le client me dit, mais mes enjeux justifient pas tout ce dispositif, ça veut dire qu'on a raté le rendez-vous durant lequel on a mené la phase de découverte des besoins. Et qu'on est en train de faire une réponse totalement disproportionnée. Et à ce propos, une remarque, c'est que plus on passe du temps dans la phase de découverte à comprendre les besoins, les attentes, les enjeux du client, en fin de compte, moins on discute du sujet du prix. Parce qu'en fait, on fait une réponse qui est parfaitement appropriée. Donc il y a vraiment une relation inversement proportionnelle entre le temps qu'on passe à découvrir, à comprendre, à questionner le prospect et le temps qu'on passe à discuter du prix. Maintenant, est-ce qu'avant qu'on parle de négo, est-ce qu'Olivier, tu avais des questions qui étaient autour de ces sujets-là, avant qu'on parle de négo? Tu peux continuer, je te les ai donnés. Tu peux enchaîner sur la négo. Alors, sur la négo, première remarque, en tant qu'entrepreneur, vous êtes face à un choix, comme ce monsieur devant ces deux routes. Et vous avez un choix à faire bien avant vos entretiens commerciaux. Ce choix, c'est de choisir un camp. Vous pouvez choisir le camp du psychorigide. Ou vous pouvez choisir le camp de celle ou celui qui accepte le jeu de la négociation. Je m'explique mieux. Personnellement, par exemple, tiens, pour prendre un cas, partager avec vous une nouvelle fois, tiens, un cas personnel, j'ai choisi le camp du psychorigide. C'est-à-dire que quand un client est en fait, comme par exemple Jean-Philippe, dans le jeu de la négo, non, mais attends, je ne discute pas ta qualité, bien sûr que je sais que tu vas me faire une bonne presta, bien sûr que je sais que c'est important, mais ça va, on se connaît bien, tu sais que je suis copain d'Olivier, en plus j'ai une jolie veste bleue, fais-moi un prix. L'argument de la veste bleue, je trouve qu'il est... Je vois pas trop pourquoi, mais bon. Quoique c'est ma couleur préférée, remarque. Euh, donc le client me demande explicitement, il me dit, ça va, je suis dans le jeu de l'année. Moi j'ai choisi le jeu du psychorigide. Je dis, ah, mais tu voulais une remise, Jean-Philippe. Ben écoute, j'ai une bonne nouvelle. Tu as déjà la plus grosse remise possible. Rien. Et c'est là que vous avez décidé, parce que c'est votre personnalité, parce que c'est votre marché s'y prête, de dire, je n'offre aucune remise. Chez moi, vous êtes sûr d'acheter au meilleur prix parce qu'il n'y en a qu'un. Et vous avez, moi j'ai une page entière d'argumentaire sur pourquoi je fais 0 € de remise. Et je suis capable de le tenir. Alors je fais le fanfaron, mais ça va bien avec ma personnalité. Et deux, je suis sur un marché qui peut se prêter à ce type de pratique. Si j'étais grossiste en pièces auto d'occasion à destination des marchés du Maghreb, la posture de psychorigide, j'oublierais tout de suite, hein. Si j'étais une PME qui vendait des produits de grande consommation à la grande distribution, j'oublierais tout de suite. Donc il faut aussi des conditions de marché qui s'y prêtent. Mais typiquement, le marché du conseil s'y prête très bien. Et mon record, c'est de 37 minutes à passer à dire non. C'est pas mal. En signant à la fin, hein. En signant à la fin. Et avec... Non, je ne rajouterai pas de détails sur le prospect, qui est devenu client.
et que j'apprécie beaucoup toujours. Donc, première possibilité, vous décidez que chez vous, il n'y a pas de remise. Et donc, vous êtes capable de dire non avec le sourire, tout en conservant la relation, sans blesser l'autre, évidemment. Et vous êtes capable de dire non et d'expliquer pourquoi. Parce que, par exemple, moi, je me souviens d'un client qui m'avait dit, mais on va beaucoup travailler ensemble. Je vais vous acheter plein de journées. Et j'ai dit, Francis, je m'en réjouis par avance. Et je vais vous expliquer pourquoi je vous dis non. Le premier, c'est que peu importe le nombre de journées que vous m'achetez, je ne suis pas un industriel qui fabrique des stabilobos. Un industriel qui fabrique des surligneurs. Selon que vous lui en achetiez 1000 ou 100 000, il réalise des économies d'échelle. Moi, je suis un artisan de la prestation intellectuelle. Que vous m'achetiez une journée ou que vous m'en achetiez 100, je n'ai réalisé aucune économie d'échelle. Et je dirais même pire, si vous m'achetez 100 journées, vous déstabilisez ma petite entreprise parce que vous m'accaparez. Donc, à la limite, le seul raisonnement économique qui prévaudrait, c'est que si vous m'achetez 100 journées, je vous les facture plus cher. Il me dit, vous le pensez? Oui. Et oui, et j'en suis intimement convaincu, oui. Et bon, ah oui, c'est vrai. Et on a travaillé ensemble pendant les 20 ans qui ont suivi. Euh, et ça l'avait marqué, il m'en reparle encore. Il me dit, mais c'est vrai, vous aviez raison. Et c'est vrai, oui, j'ai aucune économie d'échelle. Donc c'est pour ça que je suis à l'aise aussi dans cette posture de psychorigide. Si vous acceptez le jeu de la négociation, est-ce qu'on a le temps encore un petit peu, Olivier? Vas-y, je t'en prie. Quelques inputs sur la négo. Le premier, le plus important, si vous avez accepté, au contraire, d'être des négociateurs, préparez-vous. Une nouvelle fois, l'adage 90% du succès, c'est dans la préparation, s'applique merveilleusement bien à la négo. La négo, ça se prépare. Qu'est-ce qu'on peut préparer? Déjà, on peut préparer une batna. Une batna, c'est non pas ce délicieux bonbon qui faisait tant mal aux dents dans les années 70-80, mais c'est une best alternative to a negotiated agreement. Ou en bon français, un plan B. Si vous vous asseyez à la table des négociations en vous disant je veux à tout prix aboutir à ma négo avec Jean-Philippe, oui, vous allez aboutir à tout prix. C'est que vous allez finir à poil. Non, préparez-vous un plan B. Si je signe pas avec Jean-Philippe, ben c'est pas grave, tiens, je vais signer avec Joël. Et puis si je signe pas avec Joël, je signerai avec Sandra. Ou sinon, ce sera avec Robert. Mais je vais réussir à signer. Un classique, préparez-vous vos 3 seuils. Pour prendre un exemple dans la vie de tous les jours, vous voulez vendre votre maison, je dis n'importe quoi, 500 000 euros. Ça, c'est votre objectif. Si vous prévoyez de la négo, vous avez intérêt à ne pas afficher votre maison à 500 000, mais à l'afficher à 550. Et le troisième seuil, c'est le seuil de rupture. C'est-à-dire que vous dites, j'affiche ma maison à 550, par exemple. Mon objectif, c'est de la vendre 500. Et mon seuil de rupture, c'est 450. C'est en dessous de 450, j'arrête. Si vous êtes prestataire de service et que vous vendez une prestation avec un prix jour, un TJM, enfin peu importe comment vous l'exprimez, vous avez intérêt de la même façon à vous fixer ces 3 seuils. Moi, ça me fend le cœur quand je vois des indépendants, des freelances, me dire, ah ouais, ce client, j'en peux plus, en plus, je sais pas pourquoi, ce qu'il m'a pris, j'ai vendu un prix, je suis pas content. Pourquoi tu as accepté un prix qui te convient pas? Fixer un seuil de rupture.
C'est-à-dire, c'est le seuil en dessous duquel vous dites, mon cher Jean-Philippe, ah, en dessous de ce prix-là, je préfère rester chez moi et m'occuper de mes chats. Préparez bien vos arguments. C'est que la première bonne réponse quand même à donner à un négociateur, c'est non, hein. Ça, on l'oublie trop facilement. Le négociateur, il adore qu'on lui résiste, hein. Il adore qu'on commence par lui dire non, hein. Non et un argument. Mais il aime encore plus le challenge. Mais oui, donc il faut que ça soit difficile, il faut que ça soit âpre de négocier avec vous. Et dans le même esprit, jamais de concession sans contrepartie. Le syndrome qu'il faut, ce qu'il faut éviter, c'est le syndrome de la maman qui joue au Monopoly. Vous avez déjà vu une maman qui joue au Monopoly? Elle se fait tordre en 3 tours. Mon Lapinou, tu veux la rue Lafayette? Tiens, mon chéri. Tu parles, Lapinou, il la dépouille. Non, non, non. Tu veux la rue Lafayette? Eh ben, tu me files la gare Saint-Lazare et la gare du Nord. 2 gares pour la rue Lafayette, ça va pas, non? Bon, on va batailler. Il faut que ça soit, et que vous obteniez toujours, toujours des contreparties. Typiquement, quand on est une petite entreprise, on peut par exemple avoir des tensions de trésorerie, ça peut arriver. Pourquoi pas négocier une remise en échange d'un acompte beaucoup plus important, par exemple. Notamment quand on discute avec une grande entreprise. Les grandes entreprises, elles sont grasses, riches, notamment d'ailleurs parce qu'elles se fabriquent de la trésorerie en payant mal leurs fournisseurs. SFR est régulièrement épinglé d'ailleurs pour ses mauvaises pratiques en matière de paiement fournisseur. C'est important de citer, je pense, les entreprises d'ailleurs qui pratiquent, qui ont de mauvaises pratiques en matière de paiement fournisseur, Tu vas comme te faire des copains. SFR par exemple. Euh, bah, ces entreprises comme SFR par exemple, qui ont une riche trésorerie, mais pourquoi pas négocier en contrepartie d'une remise un acompte plus important, voire un paiement intégral dès le démarrage. Autre exemple, tiens, qu'on avait fait avec un client éditeur d'un logiciel, on avait accepté une remise en échange du fait que le directeur général de ce client, qui était une très belle entreprise, une très belle marque, venait témoigner sur un salon très important pour mon client, durant une conférence qu'ils animaient sur ce dit salon. Quand vous avez le DG d'une très belle marque qui vient témoigner alors que vous êtes finalement une petite boîte, une start-up, ça va vous donner une lumière de fou. Ça peut avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur. Et là, vous pouvez pourquoi pas accepter de la remise. Là, ça vous donne de la visibilité. Et pour prendre un exemple B2C, c'est ce que peut faire par exemple, je sais pas moi, une entreprise qui fait des portes-fenêtres et on va mettre un panneau de pub sur le portail du client. Voilà quelques sujets possibles sur la négo. On pourrait, Olivier, faire peut-être toute une masterclass même sur le sujet. C'est un Sujet sans fin. sujet sans fin, mais je crois que si on veut respecter le timing, euh, on peut se laisser peut-être encore quelques minutes s'il y a des questions, Olivier. Écoute, je regarde, c'est ce que je suis en train de faire là, de regarder si j'ai encore d'autres questions qui arrivent sur les différentes plateformes, mais je crois que t'as répondu à tout. Oui, J'en ai une. Avec plaisir, Sandra. Dans la négociation, est-ce qu'il est possible de dire, parce que moi j'entre dans le commerce, voilà, est-ce qu'il est possible de dire donc à son client, OK, je veux bien négocier, mais qu'est-ce que vous me donnez en contrepartie? mais Être, Sandra, c'est pas ce qu'on peut, c'est on le doit, ça, bien oui, sûr. parce que c'est très direct.
Mais on Ok, est ben, il est tout aussi direct, Sandra. oui, exact. Et vous avez joué au Monopoly déjà dans votre vie? Oui, Donc, au Monopoly, je vous demande directement, Sandra, j'aimerais la rue Lafayette. C'est une demande directe. Mhm. Et vous êtes en droit, en contrepartie, de me dire, bah écoute, moi je veux bien te filer la rue Lafayette, mais je veux la La rue rue de la paix. Vaugirard et la rue machin. Mhm. La rue de la paix. Ah non, 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 là non, Sandra, la rue de la Paix contre la rue Vaugirard, ça vaut pas, non. Ou alors, tu me files 3 maisons. Non. Vous voyez? Sandra, là, si ça t'intéresse sur la vente, on a animé un webinaire il y a un peu plus d'un mois sur l'approche directe, justement. Comment être, aller, entre guillemets, droit au but avec ses clients et comment pouvoir répondre aux objections. Et donc, avec justement une approche très directe. Et dans le webinaire, on partage quelques techniques pour la mettre en pratique et la tester sur quelques clients. Voilà. Tu peux Comment retrouver ça sur ma chaîne YouTube, sur la mes chaîne de clients, Croissance pour tous, tu vas la voir. mes clients sont particuliers, moi, c'est des chirurgiens, donc ils ont un mode de communication, de fonctionnement qui est très particulier. Il peut être un peu brutal, effectivement. Ouais, faut être très pertinent, très perspicace. Et vous pouvez être tout aussi direct avec eux qu'ils le sont, hein. Ouais, ouais. Le, si ça peut vous aider, il y a un claim, ça me fait penser en management, et qui s'applique merveilleusement à la vente. Oui à l'homme, non à ce qu'il demande. Mhm. C'est pas parce que je rejette votre demande que je vous rejette vous. Je comprends, j'accepte moi je comprends que vous me demandiez tout. Oui. J'espère que vous comprendrez en retour que je ne peux pas tout vous donner. Mhm. Et j'espère que vous comprendrez en retour que si je peux vous donner quelque chose, il faut que j'ai des contreparties. Dans les... Et donc, je suis en train de réaliser, j'ai un rendez-vous qui doit s'enchaîner, mais vous voyez, et c'est pour ça que, par exemple, certains clients inventent, même s'ils n'en ont pas, s'inventent des associés pour se dire, attendez, moi, vis-à-vis de mon associé, il faut que j'ai des biscuits. Vous voyez, un peu comme quand on joue à Bad Cop et Good Cop. Et j'ai des clients qui ont même inventé des associés fictifs. Bien, attendez, moi, je vous aurais volontiers tout donné, Sandra, mais mon associé, il est terrible. Il faut que vous me donniez quelque chose en échange pour que je puisse justifier ça vis-à-vis de lui. Oui, transfert le décideur. Ça, c'est pas mal. Moi, Ça marche bien Sandra, ça. je vous aurais tout donné. Ma chemise, la lampe, mon chat, tout. Mhm. Mais mon associé, il est terrible. Olivier, il s'appelle. Tu crois pas si bien de dire. Donc, si je retourne le voir et je lui dis que je vous ai tout donné, que j'ai rien, ça va être horrible. Non, non. Donnez-moi quelque chose. Mhm. Bon, ben Arnaud, super, un grand merci. On a un peu débordé, mais c'était Et oui, on aurait sympa. pu faire toute la soirée Ah là-dessus. bah écoute, tu es intarissable sur le sujet. Mm. Écoutez, ben, merci tout le monde. La semaine prochaine, c'est Laurent qui prendra le relais sur un sujet complètement différent, puisqu'on parlera du logiciel Canva et quelques astuces pour vous Oui. aider à créer vos designs. On a tous besoin de communiquer, notamment sur les réseaux sociaux. Et donc, on partagera avec vous voilà, des astuces hyper concrètes pour vous aider soit à démarrer sur Canva ou en tout cas à mieux l'utiliser Cool. dans votre communication. Très Un grand bien. merci. Merci, oui. Mhm. C'était passionnant. Merci Tant à vous. mieux. Merci Arnaud encore une fois. Olivier, tu l'avais évoqué très vite en début de conférence. Donc, effectivement, si ça vous a plu, si vous voulez aller plus loin, je suis pas objectif parce que je l'adore, mais je l'ai écrit. Non, mais c'est très Ben, bien. c'est Réussir votre développement commercial. C'est mon livre qui est vraiment consacré au développement commercial de l'entrepreneur. C'est chez Duno, c'est en vente sur Amazon, sur toutes les plateformes en ligne et chez votre libraire préféré aussi. Voilà, ça s'appelle tout simplement Réussir votre développement commercial. Et tu en Et es à la combienième d'édition déjà, Arnaud, c'est la là? 4e édition, Olivier, Quatrième tu vois édition. bien, c'est dingue, hein. Le temps passe. Ouais, très bonne soirée. Merci. Merci à tous.